Hi everyone, my name is Bonjour Sarah. à tous, je m'appelle Sarah Hassan, je suis rédactrice, éditrice et productrice à Toronto et je suis la modératrice de la conversation d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous accueillir à la conférence d'aujourd'hui intitulée Expérience de la démence dans les communautés sud-asiatiques au Canada. Plus de 600 000 personnes au Canada vivent avec une démence. Cela signifie que chaque jour, plus de 350 personnes au Canada développent une démence, plus de 15 personnes par heure. En 2021, les Sud-Asiatiques représentaient 7,1 % de la population totale du Canada, soit 2,6 millions de personnes. Le groupe racialisé le plus important au Canada, juste pour que vous compreniez. Et des études récentes menées au Royaume-Uni suggèrent que certains types de risques de démence dans ces pays peuvent être plus élevés chez les Sud-Asiatiques que chez les Blancs et que les Asiatiques peuvent développer la démence à un âge plus jeune. Malgré cela, relativement peu de recherches ont été publiées à ce jour sur l'impact de la démence sur les personnes originaires d'Asie du Sud au Canada. L'une de nos intervenantes présentes aujourd'hui est l'une des rares à travailler sur ce sujet. Nous la rencontrerons bientôt et nous sommes ici aujourd'hui pour essayer de partager nos connaissances et d'accroître la sensibilisation et de plaidoyer à ce sujet. Avant de souhaiter la bienvenue à nos panélistes, il convient d'aborder quelques points d'ordre administratif. Cette conférence est présentée par la Société Alzheimer du Canada en partenariat avec Brain Canada. Pour en savoir davantage sur ces deux organisations, consultez le chat. Cette séance est proposée en anglais avec une interprétation en direct en hindi, punjabi et français. Pour sélectionner une langue, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation en bas de votre écran, puis choisir l'anglais, langue hindi ou le punjabi ou le français. Vous remarquerez également que des questions de sondage apparaîtront occasionnellement sur votre écran tout au long de la séance, ce qui nous aidera à comprendre si nous répondons à vos besoins. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Cette séance est également enregistrée et sera disponible en YouTube et alzheimer.ca dans les jours à venir. Enfin, il s'agit d'une conversation. Le chat est ouvert et modéré au cas où vous voudriez dire bonjour, partager des expériences ou des ressources. Si vous avez des questions à poser à notre panel, envoyez-les dans le Zoom, on a une maintenant. Nous ferons de notre mieux pour y répondre vers la fin de l'heure et nous passerons ensemble. Et celles qui n'auront pas reçu de réponse en direct feront l'objet d'un suivi par courrier électronique dans les jours à venir. Alors, n'hésitez pas à indiquer votre nom et votre question si vous souhaitez ce suivi par courrier électronique. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis un territoire qui est le territoire traditionnel de nombreuses régions, notamment les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat qui abrite aujourd'hui de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je reconnais également que Toronto est couvert par le traité numéro 13 avec les Mississaugas du Crédit. La Société d'Alzheimer du Canada vous encourage à en apprendre davantage sur les initiatives dirigées et co-dirigées par les Autochtones en matière de démence, y compris, mais sans s'y limiter la trousse d'outils sur la démence de la sociale des femmes autochtones du Canada, Anishinaabe, Dementia Care, l'évaluation cognitive autochtone canadienne et les ressources sur la démence du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, pour n'en nommer que quelques-unes. Les sites web des organismes se trouvent maintenant dans notre chat room pour que vous puissiez les utiliser, partager, les soutenir et en tirer des enseignements. Et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter les panélistes qui se joignent à cette conversation aujourd'hui et qui apportent tous une perspective importante sur le sujet d'aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à Daphne Dillon, la directrice des services de santé de l'Indus Community Services, qui offre entre autres des soins spécialisés aux personnes atteintes de maladies liées à la démence. Nous accueillons ensuite Navia Gill, doctorant dans les recherches portent sur les expériences des Canadiens d'origine sud-asiatique atteints de démence et de leurs partenaires de soins. Nous avons également Sandy Blacher, chef de projet de santé Indus Community Services, qui offre aussi des soins spécialisés aux clients atteints de maladies liées à la démence, entre autres services. Enfin, mais pas la dernière, Bhavini Patel fait partie du groupe consultatif du PDG de l'Ontario Care Organization et participe également à d'autres groupes. Merci beaucoup à tous d'être ici. Et maintenant, j'ai le plaisir de commencer notre discussion de groupe. Je vais commencer avec notre première question. Selon vous, que devrait-on savoir sur les expériences de la démence dans les communautés sud-asiatiques du Canada? Je vais commencer avec vous, Nadine. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être ici, de partager mon information. Alors, premièrement, je vais commencer en disant que la communauté asiatique ont d'autres difficultés à cause d'obstacles culturels,
une sensibilisation plus accrue peut vraiment nous aider à augmenter nos soins, ce qui améliore la qualité des soins pour ceux qui sont affectés par la démence. C'est important de savoir qu'il y a beaucoup de différentes communautés qui sont très diverses et il y a des sous-groupes qui sont indiens et pakistanais sont beaucoup plus et ils ont leur propre pratique et croyances. Alors, c'est important d'être au courant de ça et les organismes, lorsqu'ils aident ceux et celles qui sont affectés par la démence et de comprendre que les cultures ont des liens très étroits entre eux et de comprendre ces nuances culturelles est essentiel pour ceux qui donnent les soins pour donner des soins pertinents. Par exemple, la stigmatisation reliée à la santé peut être importante dans certaines communautés, ce qui peut retarder le diagnostic pour ceux qui sont affectés avec la démence parce que quelques comportements qu'on peut démontrer sont peut-être des signes normaux de la vieillesse et qui placent une personne dans un endroit où il ne devrait pas être et dans un endroit où ils ne reçoivent pas le soutien parce qu'ils ne réalisent pas que, oh non, en fait, ce n'est pas un processus normal de vieillir. Je me- Stigmatisation reliée à la démence est la cause du manque de sensibilisation et des mauvaises conceptions. Et nous croyons que l'influence de la perception de la démence et comme cela a été déjà mentionné, c'est considéré normal pour le vieillissement et ça peut entraver les soins, la réputation qui peut mener à la réticence de reconnaître qu'il y a la démence au sein de la famille et ce qui en résulte avec un délai pour les supports et les services. C'est quelque chose qu'on a observé. Alors, ceux qui donnent les soins vont voir un moment plus tard de la démence ou un moment où le client a besoin de plusieurs services. Alors, nous croyons que le délai à l'accès est un résultat d'opportunités manquées, comme accès, éducation et ressources. Et comme ceux qui donnent des soins, nous devons ouvrir la discussion pour promouvoir les interventions et les soutiens et de comprendre l'expérience unique de la population de les îles du Sud et de l'information que nous avons reçue, essayer de pouvoir défaire ces barrières et d'essayer de sensibiliser et encourager les gens de chercher des diagnosis et des soutiens. Vous voulez continuer, Navjot? Oui, merci beaucoup tout le monde. Vous êtes joints à nous. Je vais seulement bâtir sur ce que Daphne et Cindy ont dit. La chose la plus importante, bien sûr, c'est de voir la sensibilisation de ce que la démence est, la stigmatisation. Et je me dire que c'est un cercle vicieux parce qu'il y a un manque de sensibilisation et il y a tellement de stigmatisation par rapport à la démence qu'il mène à un manque de sensibilisation. Alors, une des choses principales, c'est qu'il n'y a pas de mots dans ces langues-là dans les communautés que nous représentons. C'est traduit comme un manque de mémoire. Et à cause de la stigmatisation qui touche aux enjeux de santé mentale, les gens sont réticents d'en parler. Par rapport à la stigmatisation, les normes culturelles jouent un rôle très important et les recherches ont montré, la plupart de ces recherches viennent des Royaumes-Unis. Par exemple, parfois, les symptômes de la démence sont considérés comme étant karma. Les gens, normalement, parce qu'ils paient pour les péchés de vie passée. Ou parfois, c'est même lorsque les symptômes, les expressions personnelles, on dit qu'ils sont en train de développer un plus grand lien avec Dieu, alors ça va. Ben, dans certaines cultures, on dit que la démence est de la souffrance. Ils croient que ça ne devrait pas être vu comme quelque chose de négatif parce que si vous souffrez dans cette ville-ci, vous allez atteindre le ciel lorsque ça aura passé. Alors, c'est où la stigmatisation n'est plus là et c'est normalisé. Souvent, on dit que c'est une perte de mémoire. Si quelqu'un est en train de vieillir, c'est très facile pour nous au sein de la communauté, de dire qu'ils deviennent vieux et ça va. N'oubliez pas des choses comme ça. Ils ont 60 ans. Lorsque les symptômes cognitifs sont là, avec la perte de mémoire, les familles sont souvent en mesure de être au courant.
mais c'est lorsque et c'est là où les choses se gâtent et c'est l'étape où lorsque les patients ou la famille viennent recevoir les services, lorsque c'est déjà avancé à une étape où les programmes ne sont plus une bonne option, ils auraient dû venir plus tôt, mais parce qu'il n'y a pas de sensibilisation, ils n'ont pas pu reconnaître les symptômes et recevoir les services dont ils avaient besoin au début. Maintenant, Daphne, je vais vous donner la parole. Merci d'avoir le point de vue de celui qui ou celle qui donne les soins. Tout ce que les autres ont mentionné, on résonne avec moi du point de vue de la personne qui prend soin de quelqu'un avec la démence à la maison parce que les symptômes peuvent se démontrer pas seulement en oubliant les choses. Il ne s'agit pas par exemple que ces personnes-là oublient. Il faut ouvrir cette discussion de nos foyers dans les communautés, dans les endroits religieux, d'avoir ces conversations. Et ça peut apparaître chez les gens de façon différente, le manque de motivation, ne pas vouloir de participer à les activités qu'ils aimaient auparavant. Et après la perte de fonction au jour, l'auto-expression, une perte de mobilité, pas cette stigmatisation lorsqu'ils disent ils ne sont qu'en train d'oublier des choses, ils sont en train de vieillir, et tout ce que Nadia a dit aussi, qui joue dans du côté culturel aussi. Alors, je crois que c'est important que plus de gens au Canada sachent que ça va de parler de cela dans la communauté sud-asiatique sur les déclins cognitifs et aussi de faire des tests pour aller de chercher des solutions, mais aussi d'y avoir accès et de participer dans ces solutions. Je crois que c'était important de trouver quelque chose de large pour que les gens soient au courant. Je suis curieuse par ce que vous avez partagé, ce qui est excellent, mais qu'est-ce- quelles sont ces ressources que nous pouvons fournir à la communauté? Je vais vous donner la parole, Navjot. Oui, par rapport aux ressources, je crois que un des points principaux que nous devons comprendre, c'est que la traduction ne veut pas dire adaptation. On ne peut pas traduire les ressources et les donner dans la communauté et dire, voilà, il faut qu'elles soient adaptées à la culture. Lorsqu'on est la première ligne, la personne peut dire, non, je ne vais pas faire ça. Et il y a représentation de la communauté au sein de ces ressources. Il n'y a pas de vidéo, il y a des couples qui sont européens. On va s'attendre que la communauté va bien avec ça. Faire une représentation pour avoir qu'ils regardent la vidéo et disent, ah, cette personne me ressemble, parle comme moi et je peux établir un lien avec cette personne. Et parce que je crois qu'au sein de la communauté, il y a aussi la croyance que la démence n'est pas quelque chose qui a lieu à la maison, c'est quelque chose dans l'Occident. Et ça vient du manque de représentation. Alors, la concentration des ressources devrait être sur répondre à cette stigmatisation, sensibiliser avec des ressources adaptées à la culture. Alors, c'est- 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 ça ne mène pas à comprendre d'autres choses telles que avec d'autres un collège a fait un très bon travail là-dessus. Ils ont créé une boîte à outils où ils sont en train de mettre des scénarios si euh, la personne a un tel comportement, il faut les liens familiaux et comment nous interagissons avec nos aînés. C'est ancré dans l'aspect culturel. Alors, il faut que ça soit vraiment inclus dans les ressources. Oui, absolument. Et David, je vais vous donner la parole. Oui, définitivement, je suis d'accord avec tout ce que l'FJC a dit. Et de plus, nous devons voir nos campagnes de sensibilisation publique et de voir quels canaux nous utilisons pour transmettre l'information. Je sais que nous voulons aussi inclure les canaux et la radio ethnique parce que c'est des stations que ceux qui prennent des soins utilisent. Avoir des experts qui viennent dans ces canaux et partager l'information en différentes langues
qui vont au-delà de une feuille qui est traduite, quelqu'un qui parle de leur propre expérience avec leur être aimé, qui ont eu une expérience avec la démence, de voir comment ils ont obtenu de l'aide. Je crois que c'est important d'investir dans ce genre de campagne et de diffuser l'information. Oui, absolument. Sandy. Pour bâtir sur ce que a été bâtir cette représentation d'experts qui viennent de Sud-Asiatique. Et un projet que nous avons vu, c'est que vous trouvez ces experts pour présenter l'information à la communauté. Nous nous retrouvons souvent en train d'être traduire pour pouvoir partager les informations. Nous voulons que les gens parlent la langue et se connectent avec eux. Et pour ceux qui prennent soin, les clients qui partagent leurs récits, c'est quelque chose que j'ai vu. La, la Société d'Alzheimer en Royaume-Uni a eu une des femmes les plus âgées de sud-asiatique. Et c'était très touchant parce qu'elle a parlé de comment elle a vu les symptômes lorsqu'elle a passé par les diagnostics, et la honte qu'elle a sentie lorsqu'elle a parlé à son groupe de femmes, et le fait qu'elle avait un système très solide de soutien lorsqu'elle a commencé à connecter avec sa famille et ses amis. Ça, c'est et finalement, Bovany. Oui, je suis d'accord avec ce que Cédamon dit et je crois que du point de vue de la personne qui prend soin, c'est aussi de trouver le système de soutien dans la communauté non sud-asiatique parce que beaucoup des infirmières, des médecins une personne rencontre avec un patient n'appartient pas à la communauté sud-asiatique. Alors, souvent, nous sommes des traducteurs, des interprètes, nous mettons les choses en contexte culturel. Alors, il faut éduquer tout le monde dans le système des soins de la santé, le système de soutien, autant que la communauté sud-asiatique. Absolument. Et j'aimerais vous poser à chacune sur la base de votre expérience, qu'est-ce qui vous a surpris dernièrement alors que vous continuez à vous informer sur ce sujet? Bhavni. Oui, je crois que retourner au système de soutien, une des choses qui m'a surprise, c'est de voir les services de soutien et de voir le système différemment, de questionner ce que les systèmes à l'avenir vont être. Mon père n'était qu'une personne avec la démence dans la communauté de sud-asiatique que je connaissais. Je ne connaissais personne d'autre qui était dans cette situation-là. Mais au fur et à mesure qu'on a ces conversations avec, avec d'autres personnes, des docteurs, des, personnes qui travaillent à la pharmacie, et vous réalisez qu'il y a d'autres personnes dans la communauté sud-asiatique avec de la démence, mais ils ne sont pas en connexion les uns avec les autres pour avoir ces conversations-là. Alors, lorsque ceux qui prennent soin sont soutenus par des infirmières, des médecins qui n'appartiennent pas à la communauté sud-asiatique, comment bâtir un réseau où ils peuvent comprendre la communauté sud-asiatique et ses besoins du point de vue linguistique, mais et comment bâtissons-nous les services de soutien de l'avenir et comment le secteur dans les soins de la santé et dans la communauté sociale peuvent arriver à se soutenir dans les différentes langues qui sont parlées au Canada et soutenir aussi les besoins spirituels qui est très important pour la population vieillissante. Et Navneet, je crois que pour moi, même depuis, ça fait 3 ans depuis le début de la pandémie, mais de voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux soutiens virtuels qui sont disponibles avec ceux qui vivent avec la démence. Ils ne sont pas toujours en mesure d'avoir un programme, d'arriver à un programme. Quelques personnes ont besoin de ces soutiens à la maison. Alors, ça a été bien de voir qu'il y a eu des développements et le genre de programmes virtuels qui sont offerts à la maison. À Indis, nous avons plusieurs programmes que nous avons pu offrir qui peuvent aider avec la mémoire, des activités artisanales, de musique qui peut être très thérapeutique pour les personnes qui vivent avec la démence au sein de leur foyer, ainsi que pour ceux qui prennent soin d'eux. Je vais donner la parole à Sandy pour qu'elle partage ce que nous avons pu créer pour soutenir les personnes vivant avec la démence. Pendant la pandémie, nous avons développé des outils qui peuvent être utilisés à la maison. Euh, euh, nous sommes en train de
pendant que nous faisions cela, nous avons appris qu'il n'y a pas beaucoup d'activités sud-asiatiques qui sont disponibles. Beaucoup de ces outils ont l'air plutôt occidentaux et ne représentent pas vraiment la communauté que nous essayons d'atteindre. Lorsque nous avons donné ces outils aux familles, les plus âgés ne savaient pas quoi faire avec ces outils. Et il fallait voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour engager ces personnes-là dans une activité. La meilleure solution, c'était d'allumer une télévision parce qu'ils sont très isolés. Et alors, nous avons créé ces outils et nous les avons adaptés à chaque individu en incluant des instructions, informer la personne qui prend soin d'eux pour faire le diagnostic qu'ils ont reçu. Et nous avons reçu une réponse que ça a aidé. D'écouter la musique, par exemple, quelque chose qu'ils pouvaient faire et participer. Une partie de notre programme, c'est d'augmenter la sensibilisation de l'activité, d'utiliser des activités qu'ils faisaient. Par exemple, la lessive, aller faire une promenade, puis jouer au doodle, faire du jardinage, utiliser des choses qui sont dans la maison pour engager cette personne. J'aime beaucoup Doodle, c'est un bon exemple. Qu'est-ce que vous feriez, Navjot? J'aimerais parler de recherche. Je vous ai tout couvert le côté des ressources lorsqu'il s'agit de ces ressources qui soient pertinentes de façon culturelle, mais aussi des choses. Je me souviens lorsque j'ai commencé à voir les recherches sur les Canadiens qui vivent avec la démence, la première fois que j'ai fait ces recherches, il y avait peut-être 10 études, de 10 à 13 études. Et plus de la moitié était autochtone parce que j'avais le mot indien comme dans mes recherches et je croyais que je faisais quelque chose de mal. Comment est-ce possible? Parce que rarement ai-je cherché quelque chose et toute la structure qui ne m'a pas montré des milliers de résultats. Alors, je suis allée à la bibliothèque, on a fait les recherches à nouveau et j'ai été choquée de voir pourquoi n'y a-t-il pas de recherche dont nous avons besoin pour comprendre les expériences. Parce que si on ne comprend pas ce dont ils ont besoin, comment pouvons-nous leur donner ces services et ces ressources? Il y a beaucoup de recherches des États-Unis et de la Grande-Bretagne et nous devons voir que ces recherches-là sont pour toutes les communautés, pas seulement sud-asiatiques, mais il y a beaucoup de recherches sud-asiatiques aussi. On ne peut pas généraliser la population canadienne, même s'ils sont semblables, mais les patrons de migration, les expériences et toutes les autres choses sont très différentes par rapport à les communautés qui se sont établies en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Et il y a aussi cette chose, une troisième culture que nous avons créée lorsque nous immigrons dans un autre pays. Et c'est un mélange de différentes cultures. Alors, c'est très différent dans les trois régions de dire cela. Et ce ne serait pas semblable entre le Canada, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Alors, on a besoin de ces recherches qui soient publiées au Canada pour comprendre les expériences et les partenaires au sein du Canada pour comprendre comment on peut mieux les soutenir. Oui, absolument. Et je suis curieuse, si vous pouvez partager ce que vous pensez que les gouvernements et les autres acteurs pour améliorer l'expérience de la démence dans les communautés sud-asiatiques du Canada et comment pouvons-nous contribuer à réduire la stigmatisation au sein de la communauté? Je vais vous donner la parole, Navin. Oui, ce que Pavani a dit, ça m'a vraiment impressionné. Je vois qu'il doit y avoir plus d'investissement dans la formation en général aux professionnels de la santé pour augmenter leur compréhension de la diversité des cultures et de leurs familles. Il faut s'accouvrir les croyances, les traditions, des langues pour assurer une meilleure communication et meilleurs soins. On ne reçoit pas cela. Nous passons le temps. Je sais que moi, je l'ai fait avec ma mère, pardon, de faire les traductions, leur expliquer les différents aspects culturels. C'est dû au manque de ne pas avoir cette formation. Et je crois que nous avons aussi besoin de faire un meilleur travail dans l'engagement de la communauté avec des organismes culturels et pour soutenir avec des réseaux de soutien pour faire face à la démence et leur famille parce qu'ils jouent un rôle essentiel pour réduire la stigmatisation.
Et je sais que j'ai déjà mentionné les campagnes de sensibilisation, mais il faut la pousser davantage pour que ces campagnes soient lancées. Nous avons été en mesure de trouver des soins, une campagne de sensibilisation, mais malheureusement, elles dépendent des contrats de financement et il faut que ça soit beaucoup plus long et plus permanent. Et finalement, je sais qu'on a parlé de ça déjà, mais c'est un investissement dans les recherches, le recueil des données, investir dans les recherches qui se concentrent sur la démence, dans les groupes culturels, les facteurs de risque, par exemple, pour mieux comprendre les besoins des différentes communautés, mais aussi de passer plus de temps pour évaluer l'efficacité des programmes qui ont été développés et comment nous pouvons les insérer pour qu'ils marchent mieux. Sandy, quelques morceaux de ce que tout le monde a dit. J'ai développé plus de services et plus de programmes qui représentent les pratiques sud-asiatiques avec comment les aînés veulent être traités. C'est aussi très important pour nous assurer que nous les retenons dans les programmes pour adultes. Et il faut créer des politiques, des services, donner des formations pour aider les professionnels de mieux comprendre les valeurs culturelles, de comprendre l'héritage culturel de ceux qui habitent avec la démence et nous assurer que, ils restent dans un programme pour adultes le plus longtemps possible. Et, et ce dont nous avons besoin, c'est continuer les services s'ils ne sont pas pertinents pour les programmes pour adultes. Pourquoi sont-ils, alors, par exemple, ils peuvent se rassembler et s'ils ne sont pas appropriés pour les soins pour adultes, pour voir s'il y a d'autres services. Ils veulent rester à la maison. Quels services pouvons-nous leur donner? Comment est-ce que le gouvernement peut s'adapter aux besoins de la communauté? Buffety? Juste sur la question de vieillir à la maison, je crois que c'est très pertinent dans notre culture parce que récemment, je crois que c'était la semaine passée, la corporation Cemetery a dit que les personnes âgées dans le pays ne sont pas en train de vendre leur maison aussi souvent qu'ils le faisaient par le passé parce qu'ils veulent vieillir à la maison. Et ce n'était pas seulement par nationalité, mais en général pour les aînés. Alors, lorsqu'on retourne à la communauté sud-asiatique, et c'est plus probable qu'ils restent à la maison plutôt que d'aller dans un emplacement à soit longue durée. Ce qu'on doit savoir, c'est que de vieillir à la maison, c'est en train de devenir de plus en plus une conversation et une méthode préférée de vieillir pour les aînés. Alors, le financement pour vieillir à la maison et services de support versus seulement de financement pour des projets de soins à longue durée, devrait être un point important pour les soins à longue durée. Nous entendons beaucoup de nouvelles sur les emplacements de soins à longue durée qui ouvrent, mais pas de l'alternative à le financement. On s'en va dans les projets de soins à longue durée et pas dans les services de vieillir à la maison. C'est assez ou Lynn en général, par exemple. Ah, nous avons des services de soutien, c'est la voix. En est, c'est quelqu'un qui prend soin avec quelqu'un qui a des troubles neurocognitifs. Les besoins doivent, les services doivent augmenter au fur et à mesure que les troubles neurocognitifs augmentent. Et nous sommes tous au courant de cela à différents niveaux. Il y a des ressources. Alors, comment bâtir cela? Pas seulement dans chaque province et pas seulement en particulier avec la communauté sud-asiatique, mais pour toute la nation. Alors, je crois qu'il s'agit de réfléchir sur le bassin de talent avec différentes institutions, des mentorats, ce genre de choses-là. Et finalement, je dirais que les bénévoles sont tous aussi importants pour
pour faire partie de ce réseau d'aide, surtout dans la communauté sud-asiatique, qu'on a un programme de bénévoles un sur un, qui donne de la compagnie. Ce genre de soutien peut vraiment aller loin pour que les organismes qui donnent des programmes basés, programmes de bénévoles, qu'on puisse leur donner ces initiatives-là aussi. C'est vraiment intéressant. Je suis content que vous l'ayez mentionné. Navjot, oui, tiens, sur ce que tout le monde a dit, d'avoir ces recherches et surtout du point de vue des recherches, nous devons rendre les recherches plus inclusives et accessibles. Alors, les chercheurs doivent être formés pour faire des recherches avec des communautés ethno-raciales d'une façon inclusive. Nous sommes en train dans le processus de rendre les ressources pour les chercheurs et comment faire ce genre de recherche, comment s'engager avec des communautés ethno-raciales. Et d'avoir ces recherches, souvent les recherches en anglais, ils s'attendent que les personnes de différentes communautés participent. Ce n'est pas réaliste. Il faut y avoir des recherches, participation dans d'autres langues qui sont plus ouvertes à la communauté et d'être conscient de la présentation. Et ça, dans mes recherches, lorsque je fais un sondage, nous demander aux personnes leur sexe et leur identité de genre. Si nous laissons le genre dans la communauté sud-asiatique, nous ne sommes pas ouverts à parler de l'identité des gens. Mais si je laisse ça là, ça peut mener aux gens de dire, ah, qu'est-ce qu'elle me demande? Si elle me pose cette question-là au début, qu'est-ce qu'elle va me poser après? Et cette stigmatisation va entrer en jeu et ils ne vont peut-être même pas participer. Alors, il faut s'assurer que les recherches que vous développez avec la communauté est pertinente et adaptée. Alors, il faut impliquer la communauté. C'est avec les gens, c'est pas sur les gens. Et vous n'entrez pas seulement à faire les recherches. Il faut qu'ils marchent avec vous côte à côte lorsque vous faites ces recherches pour assurer que c'est sécuritaire, qu'on ne fait pas plus de mal que de bien. Et même du point de vue des soins de la santé, la composante sur l'humilité culturelle, quels sont vos privilèges, vos préjugés, ce que vous pensez sur une certaine communauté, et d'avoir cette ouverture d'esprit vous ne savez pas tout sur toutes les communautés, mais en même temps que je suis ouverte à la communauté. Oui, absolument. Et c'est quelque chose que vous avez mentionné, vous avez tous mentionné, c'est l'accès. Je sais qu'il y a beaucoup de Asiatiques du Sud qui n'ont pas accès à plusieurs ressources. Et je suis curieuse si vous pouvez parler de ce que ces gens peuvent faire et que ces communautés peuvent faire pour trouver les ressources dont ils ont besoin. Si je peux commencer avec vous, Barbara. Je crois que par rapport à l'accès, c'est pour le réseau, d'avoir accès à son réseau. À leur réseau, ils sont très connectés, que ce soit d'un niveau spirituel, ou des groupes de femmes, ou des groupes d'aînés, personnes âgées, ou des groupes de la communauté, selon la différence. Mais il y a un réseau où une tante peut téléphoner une autre tante et d'arriver à quelque chose comme ça, d'appeler un ami et commencer là à avoir accès aux ressources, de chercher les ressources et trouver qu'est-ce qui est disponible. L'autre chose où je crois que c'est important que nous n'utilisons pas assez, c'est les endroits religieux où les gens vont prier ça a changé en ligne pendant la COVID qui existe encore. Et je sais que si nous avions des leaders dans la communauté pour avoir ces conversations-là et promouvoir les ressources. Je crois que ça aiderait beaucoup parce les gens ont confiance en eux. Oui, merci. Je crois que ça permet aussi, ça donne les habilités de donner les expériences. Ici, par exemple, j'espère que l'année prochaine, on aura plus de partenaires et même des gens qui habitent avec la démence et veuillent partager leur expérience. Alors, c'est les espaces qu'ils devraient avoir
c'est très difficile pour eux d'entrer dans les espaces qui sont très blancs. Et mais si les espaces sont culturellement appropriés pour pouvoir partager leurs expériences, lorsqu'ils savent que les nuances culturelles et les aspects sociétaux sont mieux compris. Et en bref, habiliter les gens avec les expériences vécues, de partager ces expériences. Navneet, oui, je veux seulement dire que connecter avec les endroits religieux, on a eu beaucoup de succès avec avec les ambassadeurs au Goodwaters en travaillant avec les leaders religieux sur différents sujets et ensuite de rédiger que ce soit notre site web, nos téléphones, numéros de téléphone pour que quelqu'un puisse les aider, leur donner des informations dans la langue qu'ils parlent. Nous avons eu beaucoup de succès. Alors, nous continuons à faire cela pour connecter avec d'autres groupes religieux et ensuite avec notre programme de jour et de pousser ces informations-là vers l'avant. Ça me choque encore que les gens ne savent pas, ne sont pas au courant de ces différentes ressources pour leurs grands-parents. Et lorsque je parle avec mes amis, ils sont qu'il y a des ressources disponibles pour leurs parents, qui sont ceux qui soignent des grands-parents. Et il faut reconnaître que la personne qui prend soin a besoin de ces soutiens-là. Et on pourrait avoir une séance qui fait la promotion de des soins par exemple, que ce soit avec Zumba ou un espace sécuritaire où ils peuvent se parler et partager leurs récits et réaliser qu'ils ne sont pas seuls, qui parlent, qui ont la même parole qu'eux. Et c'est quelque chose qui fait partie du vieillissement. Sandeep, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Je seulement de dire ce que tout le monde dit. Nous créons tous ces outils et ces guides d'apprentissage. Et je crois que c'est plutôt une collaboration au sein des organismes pour partager ces ressources les uns les autres pour pouvoir les partager avec d'autres organismes et leurs partenaires dans la communauté et leurs clients. C'est comme ça qu'on peut commencé à avoir accès. Ils viennent nous parler et nous disent, j'ai besoin d'aide avec ceci ou cela. J'ai des ressources ici pour vous. Pourquoi ne pas faire ça ensemble? Mais on a besoin de plus de collaboration, d'avoir accès aux ressources. Finalement, je sais que quelques-uns d'entre vous avaient eu des expériences personnelles avec des membres de la famille. Je suis curieuse de savoir si vous avez appris quelque chose de ces expériences-là que vous aimeriez partager. J'aimerais. Ma grand-mère a la démence et je n'étais pas au courant de l'indice jusqu'à récemment. Non, ça montre que je suis en train de faire des recherches au sein de la communauté de la démence et j'ai cherché plusieurs ressources et c'est toujours le manque de ressources qui me choquent parce que les services qui sont là sont super bonnes. J'ai eu l'occasion de travailler avec la Société Alzheimer's, chapitre local en Ontario. On a fait des programmes, mais c'est tellement incroyable. Ils s'engagent cognitivement avec les émotions. Mais ensuite, je réfléchis avec ma grand-mère qui est à la maison, elle ne parle pas la langue, elle ne comprend pas ce que c'est que le Zumba ou le bingo. Alors, puis je m'attends à ce qu'elle entre et participe dans ces activités-là. Alors, ça me ramène à ces services pas seulement de les avoir en place, mais aussi de prendre un recul et d'augmenter cette sensibilisation par rapport à la démence, parce qu'on peut faire toutes les recherches qu'on veut, avoir tous les programmes qu'on veut, mais si on va chez quelqu'un et on leur dit, bien, on va faire du tricot, on va jouer doodle, et ils vont dire, non, il n'y a personne ici qui vit avec la démence à cause de la stigmatisation et le manque de sensibilisation est tellement élevé. Il faut vraiment faire face à cette stigmatisation avec les bonnes ressources et ensuite de bâtir là-dessus dans d'autres avec des programmes de soutien et des programmes aussi pour les partenaires de soins parce que nous oublions souvent que avec la communauté sud-asiatique, surtout avec les femmes, c'est très normal pour eux de prendre soin des autres avec leur
emploi à temps plein sans chercher de l'aide de l'extérieur. Et c'est important d'avoir cela avec des bonnes ressources aussi. Merci, Naved, d'avoir ouvert. Et nous sommes à la fin de notre panel ici. Avant de passer aux questions-réponses, je vais vous demander, nous avons couvert plusieurs questions, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous n'avons peut-être pas abordé? Si je peux parler du côté des personnes qui prennent soin en Ontario, en particulier, des organismes, il y a à peu près 4 millions de personnes qui prennent soin pour différents, un peu moins de 8 millions partout au Canada. Ce chiffre, bien sûr, va augmenter. Ça, c'est que si on divise dans certaines statistiques, on a 350 000 personnes qui prennent soin seulement pour les troubles de démence. Ça, c'était en 2020. En 2050, on prévoit que ce chiffre va augmenter à 1 million. Alors, il y a une attention requise pour ceux qui prennent soin dans la communauté sud-asiatique qui ont tendance à être les traducteurs, les interprètes. Et ceux qui font presque tout lorsqu'il s'agit de prendre soin de quelqu'un qui a de troubles neurocognitifs. Alors, c'est très important du point de vue du recueil de données que nous répondions au recensement, aux questionnaires qui sont circulés parce qu'ils transmettent de l'information par rapport à la religion, la langue, la géographie. Et ça aussi, ça peut aider à bâtir les services de soutien dans différentes régions pour les langues nécessaires. Alors, si je reviens au recueil de données du côté de ceux qui prennent soin, c'est très important. Et deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de soutien financier pour ceux qui prennent soin. Alors, comment aider la personne si par exemple c'est très important et c'est très, je veux dire finalement que mes parents sont des participants dans ce programme et j'ai appris sur Indes parce que quelqu'un nous a parlé de cela. Nous ne savions pas que ça existait non plus. Et c'est probablement il y a 7 ou 8 ans. Je vous félicite pour ce que vous êtes en train de faire. Et nous sommes sur ce panel ensemble sans même le savoir. Alors, je crois que c'est vraiment important de soutenir les organismes, d'aider les personnes qui prennent soin, mais aussi de soutenir le patient à la fin de la journée. Merci beaucoup pour ça, Ravini. Nous sommes tellement chanceux de vous avoir ici. Merci, j'ai beaucoup appris et je suis sûre que plusieurs de nos participants aussi. Nous allons passer à la période de questions-réponses. Je vais choisir une question qui vient de la boîte à questions. Euh, vous rappeler que si vous posez une question et nous ne pouvons pas y répondre en direct, nous aurons un suivi avec des messages par courriel. Assurez-vous que vous nous envoyez votre nom avec la question. Alors, la première question qu'on a reçue vient de Cheryl Miller. Elle nous demande s'il y a un réseau dans la région de Peel, GTA, qui répond aux enjeux. Elle veut connecter avec le réseau et apporter plus de services à ses partenaires. Si quelqu'un peut répondre à cette question. Par rapport à les services de vieillissement, je sais qu'on a la santé Abna Health qui parle de diabète, cancer et de maladies chroniques. Chez l'Asiatique, nous avons des groupes et nous apprennent sur les maladies ou maladies chroniques qui ont lieu dans la communauté, mais pas quelque chose de spécifique. Je ne sais pas, Bavni, ici en Ontario. euh, il y a quelqu'un qui fait quelque chose ou un organisme. Nous n'avons rien qui est spécifique à la communauté sud-asiatique. Caregiver Network peut-être, mais il y a probablement de la place pour croître en dehors de la région Peel. Je ne sais pas s'il y a une façon de connecter avec Cheryl après
pour avoir une discussion avec elle, mais peut-être qu'il y a une possibilité. Et Cheryl, ce que vous venez d'être connecté dans le clavardage. Une autre question de Nassim Synergy. Il demande, est-ce qu'ils savent pourquoi les Études asiatiques n'ont pas de bons résultats lorsqu'ils font les tests? Je crois que ça touche à diagnostic, mais si vous pouvez, quelqu'un peut répondre oui, selon ce que j'ai lu dans la littérature par rapport aux outils qui sont nécessaires pour les évaluations cognitives, je n'ai, je ne suis, je n'ai pas plongé en profondeur parce que ce n'est pas mon projet, mais je les ai vus en ligne par rapport à quelques recherches qui disent que l'évaluation que nous utilisons sont normalement traduites et pas adaptées. Là, parce que ça ne saisit pas ces nuances culturelles, souvent les personnes n'ont pas de bons résultats, et ce qui mène à des mauvaises diagnoses. Alors, ça pourrait être une des causes pour cela. Alors, il y a des recherches que je n'ai pas vraiment vues, mais je sais que c'est une des parties qui sont là. Et si je peux juste ajouter quelque chose du point de vue de personnel pour mon père qui a fait les tests et aux 6 mois, il continue de faire les tests pour voir à quelle étape il est arrivé. Ces tests sont faits en anglais et j'imagine que dans la communauté sud-asiatique, l'anglais est la dernière langue que vous avez apprise, c'est la première à être éliminée. Les tests ne sont peut-être pas compréhensibles. Alors, où nous entrons en jeu, c'est de traduire et d'interpréter. Alors, chaque tâche que mon père a fait, je l'ai traduit pour qu'il puisse répondre à cette question euh, lorsqu'il était en Gujarati, qui est notre langue principale. Et juste pour ajouter, ça va pas venir ici, lorsque nous avons des enfants qui traduisent pour les parents, ils ne veulent peut-être pas répondre sincèrement et à cause de la honte et de l'embarras. Alors, si on revient à la représentation, la traduction, euh, qui est nécessaire pour que ces services soient meilleurs. Et aussi de comprendre que beaucoup est perdu avec la traduction. Même lorsque souvent, je me souviens avec mes parents, souvent ils disaient parties qui sont nécessaires. Et bien sûr, il y a, si vous répondez pour vous aligner avec ce que vous croyez que le médecin s'attend, alors c'est plus objectif que subjectif. Je veux seulement ajouter, parce que nous parlons d'évaluation, de partager que souvent, d'arriver à l'évaluation, c'est déjà tout un exploit parce qu'ils ne savent même pas que ces évaluations existent ou qu'il y a différents genres de médecins avec qui on peut parler. Il y a des médecins gériatriques, il y a des gens avec qui on peut se connecter pour avoir ces rendez-vous. Alors, je crois que c'est important de mentionner ça. Merci. On a une autre question de Mario Gregorio qui est il, euh, il est un défenseur des droits de personnes avec la défense. Il dit qu'il peut y avoir une compréhension que la souffrance est acceptable. Ça veut dire que on va avoir une récompense lorsqu'on va dans l'après-vie. Et il demande quelle initiative peut être faite pour aller au-delà de cette barrière lorsqu'il s'agit des soins. Je crois que c'est important de comprendre que ça fait partie de la culture. Alors, ce serait plus. Si vous comprenez sur la démence est mauvais parce que ou c'est erroné. Il faut comprendre comment cette culture dans les normes sociales joue, dans comment ils comprennent la démence et travailler en respectant leurs normes culturelles et de respecter leur expérience, mais de sensibiliser et de dire, pas que vous vous trompez, mais voilà ce qu'est la démence et de souligner les symptômes, les comportements et ce qui vient avec, et pour comprendre qu'il n'y a pas seulement une notion. Souvent, on voit que c'est et de
comprendre que la spiritualité et la culture sont très importantes, de ne pas nier ce qu'ils ont, que ce que vous dites est complètement erroné, mais de respecter leurs croyances, mais en même temps de travailler pour augmenter la sensibilisation. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Passer à Joséphine, à Goudot, pardon. Joséphine, qui serait intéressée dans l'outil d'activité. Est-ce que c'est disponible? Je crois, sans dire que c'est vous qui l'avez mentionné. Oui, oui. Vous pouvez entrer dans le site web qui a été partagé et vous pouvez entrer dans la page web de Démence et puis vous pouvez commander les outils. Et nous avons une question d'un anonyme. Est-ce que vous pouvez donner des exemples pour les résidents qui habitent des centres pour personnes âgées? Je sais que c'est anonyme, mais si vous voulez me contacter par courriel, je peux vous donner un aperçu des activités qu'on a. Si vous voulez collaborer et nous dire davantage, les activités par exemple, de peindre au Rangoli, c'est un festival qui s'en vient. Comment les connecter à ce festival? Ludo, comprendre beaucoup d'individus qui viennent de pays sous-asiatiques qui n'ont peut-être pas l'éducation ou l'alphabétisation pour pouvoir comprendre ces jeux-là, alors, de s'adapter à leurs besoins et de se connecter avec ceux qui prennent soin pour comprendre ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre? Je veux juste ajouter que je sais que la musique est toujours importante, indépendamment de la culture. On a vu beaucoup, une tonne de mon impact avec la musique culturelle qui peut déclencher plusieurs souvenirs pour quelqu'un. Navjot, je crois retenir à la partie culturelle et de comprendre qu'est-ce qui est important. Alors, si vous êtes à l'aide de faire ça, les aliments, c'est quelque chose d'important aussi, mais même au sein de la communauté sud-asiatique, les aliments sont très importants. Je travaille avec nous faisions la pâtisserie avec, ça pourrait incorporer ce que vous faites du thé. Par exemple, le chai, c'est quelque chose qui est unique à chaque individu, à chaque personne. Personne ne le fait de la même manière. Et c'est aussi un lien. Nous assoyons autour de la table avec le chai. C'est quelque chose qui pourrait être fait avec les partenaires ou un groupe de soutien pourrait se rassembler. Ils peuvent utiliser cet espace pour préparer un chai et partager leurs expériences et ce que Sandy a mentionné, de célébrer leur héritage et leur faire sentir qu'ils sont inclus. Merci à toutes. Ça nous met à la fin de notre période de questions-réponses. J'aimerais vous remercier de nos participants et panélistes. Nous allons faire un suivi dans les prochains jours avec ceux qui ont posé des questions qui n'ont pas pu être répondues. Vous pouvez nous envoyer vos informations et merci à nouveau. Pour que vous sachiez, l'enregistrement de cette séance va être affiché dans le site web, dans le canal YouTube dans les prochains jours. Si vous êtes inscrit pour cette réunion, euh, alors vous serez en mesure de voir cette vidéo et vous pouvez vous joindre aux séries la prochaine fois, le 13 décembre, et nous aurons une conversation sur les voyages. Et vous aurez plus d'informations sur alzheimer.ca et si vous avez aimé cet événement, vous pouvez envoyer des questions à la publication alzheimer.ca. Merci d'être venu, merci à toutes les dames et passez une belle journée tout le monde.